suis ravi de vous accueillir pour ce webinaire exceptionnel. Vous avez été très nombreux à vous inscrire. Merci de votre présence parmi nous ce soir. Simple précision technique en préambule pour le bon déroulement du webinaire. Vos micros sont actuellement coupés. Ça nous permet d'éviter toute interférence sonore. On vous remercie de bien vouloir garder vos micros désactivés durant la durée de la présentation. Je vous présente sans plus attendre et je les salue les deux intervenants de cette soirée. Bien sûr, Philippe Langor, cofondateur et président de Diète Plus, ainsi que le professeur Jean-Jacques Ben, professeur de chirurgie bariatrique de l'Université libre de Bruxelles et président du comité scientifique Diète Plus. Tous deux ont des choses passionnantes à partager avec vous au sujet de la grande étude scientifique réalisée autour du programme Diète Plus. Et bien sûr, ils pourront répondre à toutes vos questions dans la deuxième partie de notre webinaire. Les présentations sont faites. Je souhaite un bon webinaire à toutes et tous. Et je cède la parole à Philippe Langor. Merci Johan et bonjour à tous, bonjour à tous les coachs. Je vois qu'il y a beaucoup de coachs qui sont présents et donc je suis très heureux de vous accueillir tous aujourd'hui pour faire un peu la présentation de l'étude clinique. Mais avant de passer à la parole au professeur Jean-Jacques Aubaine pour revenir un peu sur l'historique pour ceux qui connaissent moins bien Diète Plus que les coachs ou les clients qui sont présents. Donc Diète Plus a été créé maintenant il y a 13 ans, c'était en 2010. J'avais ouvert ma première boutique à Sarreguemines et puis on a ouvert de plus en plus de boutiques pour avoir un réseau de plus de 230 centres actuellement. Et j'ai toujours été passionné, évidemment, par la nutrition et par tout ce qui était médical et santé. Et en 2020, on a décidé d'ajouter à la puissance de Diète Plus un comité scientifique. Ça me semblait très important pour rassurer les coachs en action, pour rassurer aussi les clients, mais aussi pour remettre en cause la méthode qu'on avait mis en place, que ce soit au niveau des plans diététiques, des compléments alimentaires et de la méthodologie. Et donc, il y a une première phase où le comité scientifique a analysé l'ensemble de la méthode, a fait des rectificatifs, a fait des conseils justement pour ajuster le tir, même s'il était relativement parfait, je peux le dire assez fièrement, il y avait quand même des ajustements à faire. Et puis on s'est dit qu'il fallait se lancer vraiment dans la preuve scientifique et de démontrer l'efficacité de la méthode Diète Plus sur des paramètres santé. Et donc en 2021 jusqu'en 2023, on a lancé une grande étude qui a été dirigée par le comité scientifique. Et justement, on vous présentera les résultats dont on est très fiers et qui ont fait d'ailleurs l'état d'une publication dans Nutrients, qui est la huitième revue de nutrition au niveau mondial. Donc, c'est 15 pages sur nous. Donc, c'était vraiment une reconnaissance du travail et tous les efforts des coachs qui sont ici présents et qui ont participé à l'étude. Et donc, c'était vraiment très important. Ça nous semblait aussi important parce que, comme on le sait, dans le domaine de la minceur, il y a plein de méthodes qui existent. Donc, Diète Plus n'est pas la seule méthode, mais au moins, on a démontré l'efficacité. On sait évidemment qu'il y a des médicaments qui peuvent jouer sur la perte de poids, mais ce n'est pas une solution pérenne dans le temps, donc ça peut être une solution qui va aider. On a évidemment tout ce qui est chirurgie, mais c'est efficace, mais c'est invasif, c'est compliqué, ça peut être difficile et lourd. On a les régimes privatifs, ça je crois que c'est passé de mode depuis un bon bout de temps, parce que ça a démontré depuis longtemps qu'on pouvait perdre du poids, mais qu'on allait le reprendre par la suite. Et évidemment, les méthodes qui sont sur plusieurs axes. Et évidemment, le corps médical. Le corps médical, le médecin généraliste, qui pour nous est une cible importante, parce qu'évidemment, il est en contact avec toutes les pathologies, et il nous semblait temps, avec notre expérience, notre savoir-faire, de pouvoir commencer à s'adresser au domaine médical, justement pour associer la perte de poids et la santé. Et donc c'est pour ça que je vais vous expliquer en quelques mots quelle est la méthode Diète Plus et justement le besoin qu'on avait pour démontrer la véracité et l'efficacité sur des paramètres santé et médical. Donc le coaching, c'est la base de Diète Plus. Donc je rappelle pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est que quand j'ai 52 ans maintenant, mais quand j'ai 30 ans, je suis devenu obèse, j'ai pesé plus de 100 kilos. Et quelque part, c'est basé un peu sur mon expérience. Ça veut dire qu'évidemment, l'alimentation est importante, mais on a besoin d'encouragement et de soutien. Et on a rajouté les compléments alimentaires parce qu'on s'est rendu compte que la phytothérapie pouvait aider la perte de poids. Donc c'est vraiment un concept global, de coaching, de nutrition évidemment, mais aussi avec des compléments alimentaires. Et donc on voulait vraiment analyser sur 12 semaines les résultats. Et maintenant, je vais passer donc la main, d'abord, avant de vous présenter le comité scientifique, je vais partager mon écran parce que c'est important. Ils sont plusieurs, c'est celui-ci, donc celui-là. Hop, voilà. Alors, voilà. Voilà, donc j'espère que le partage est fait. Et donc, au sein du comité scientifique, on a évidemment différents membres pour regrouper différentes spécialisations. Donc, évidemment, Jean-Jacques Gouben, ici présent, qui est président du comité scientifique, mais on a Yvan Carpentier, qui est un spécialiste mondial reconnu au niveau des lipides, Géo Vansnik, qui est spécialisé dans tout ce qui est phytothérapie, donc c'était très important au niveau des compléments alimentaires. On a Polycène, qui est biologiste, et évidemment, c'est très important parce qu'il y a un autre axe dans une étude, c'est évidemment les données statistiques, et on a Antoine Sodoway, qui faisait tout ce qui est statistique pour justement démontrer
et assurer une publication de qualité. Et maintenant, je vais passer la parole à M. Houben. Voilà, merci beaucoup Philippe Merci à Langor toi. et bonsoir à toutes et tous. Merci d'être là pour partager cette présentation. Comme vous le savez, on attend beaucoup de vos remarques, de vos critiques et surtout de vos questions. Donc ceci est un résumé, bien entendu, d'une étude qui a porté sur près de 2 années, donc c'est un gros travail, avec plus de 12 000 données qui ont été enregistrées et traitées, bien entendu, par tous les programmes statistiques nécessaires. Alors, l'étude a porté, bien entendu, sur des sujets suivis par la méthode DIET+, pendant 12 puis 24 semaines, de manière linéaire, sans interruption. Comme dans toute étude, nous avons décidé de les comparer à un groupe témoin. Le groupe témoin est quelque chose d'essentiel. Bien entendu, il ne s'agit pas d'une étude, comme on dit ici, en double aveugle, où les patients ne savent pas s'ils ont ou pas reçu le médicament, bien entendu. Mais les 30 patients témoins, tous obèses, suivis médicalement, mais sans aucune interférence de traitement, ont permis de vérifier les valeurs obtenues après 12 semaines et 24 semaines de traitement par rapport à une population, si vous voulez, neutre. Alors la première notion qui apparaît, c'est qu'il y a bien entendu un certain pourcentage d'abandon, soit abandon dû aux contraintes, bien évidemment, de la méthode, qui demande par définition un changement de comportement, mais bien entendu aussi par rapport au protocole de l'étude réclamant toute une série de questionnaires, de contrôles, et notamment de prise de sang. Et comme vous le savez, bon, il y a des gens qui n'aiment pas beaucoup les prises de sang. On a obtenu à peu près 50% d'abandon global par rapport aux cas qui ont été impliqués dans l'étude. Et le pourcentage d'abandon du côté médical a été à peu près de 40%. En réalité, ça démontre que les patients, soit dans une filière médicale, chirurgicale ou peu invasive, en réalité, beaucoup de patients obèses abandonnent. C'est évidemment un des problèmes qui est confirmé. Mais sur ces abandons, je voudrais un petit commentaire de Philippe Langor au niveau de la méthode. Au niveau de la méthode DIET+, on a 30% d'abandon généralement, donc meilleur que dans la norme médicale, on va dire, mais c'est vrai que l'étude clinique a amené une lourdeur supplémentaire qui a augmenté le taux d'abandon. Mais ce qui est important, c'est de voir malgré tout que les deux analyses se recoupent plus ou moins. Donc, quelque part, on a le même taux d'abandon et c'est logique. Hein, je veux dire, dans la perte de poids, surtout que chez Diète Plus, la perte de poids ne venait pas d'un problème de santé, donc venait plutôt d'une volonté personnelle. Et on sait que démarrer un programme de perte de poids, c'est contraignant et pas évident. Voilà. Mais donc, finalement, sur ces 200 sujets, on a pu en étudier complètement une centaine, ce qui est très, très largement au-delà des seuils de signification en termes de traitement des données. Alors, quelle a été la méthode qui a été utilisée sur ces cohortes de patients, sujets, clients, on les appelle comme on veut? Eh bien, on a d'abord mesuré les paramètres qu'on appelle anthropométriques ou morphologiques, c'est-à-dire l'indice de masse corporelle, bien évidemment, le pourcentage d'excès de poids par rapport à la normalité. On a fait des impédances-métries avec une machine qui permet de voir quels sont les différents niveaux de compartiments hydriques. On a mesuré leur motivation au changement. Et pour mesurer la motivation au changement, qui est absolument essentielle, on a utilisé une échelle internationale qui s'appelle l'échelle de Prochaska-Di Clemente, qui est une mesure de la capacité du patient à se projeter dans un changement comportemental. Et on termine bien entendu par la biologie, essentielle pour le métabolisme. On a mesuré toute une série de paramètres, les graisses, le sucre, l'insuline. On y reviendra dans les détails des résultats. Voilà pour la méthodologie. Alors allons directement aux résultats. Eh bien, en termes de paramètres biométriques, on s'y attendait, mais c'était bien qu'il y ait une mesure indépendante des résultats. Et donc, je pense que l'originalité de la société Diète Plus a été de confier tous ces résultats à un groupe indépendant. Et nous avons, nous, mesuré la perte d'excès de poids à 33%, ce qui correspond donc à un tiers de l'obésité. Les patients, vous voyez très bien
sur les plots qui sont indiqués. En jaune, ce seront chaque fois les patients avant le traitement, et en vert, le résultat après 12 semaines, et je le répète, confirmé à 24 semaines. Donc, perte de 33% de l'obésité pathologique. Au dépend de quoi? Mais vous voyez très bien que le seul graphique qui montre un abaissement, c'est la masse graisseuse. Il n'y a pas de changement dans la masse musculaire, bien évidemment, et il n'y a aucun changement au niveau de l'hydratation. Donc, il faut bien se dire que les compléments alimentaires n'ont pas eu d'effet négatif sur la qualité de l'hydratation, que du contraire. On va regarder les comportements de ces deux cohortes. Alors, la première chose, c'est que même si les deux populations, la population diète plus et la population témoin, étaient extrêmement proches en termes de sexe ratio, d'âge, de niveau socio-culturel, tout ça a été mesuré, elle était un petit peu différente au niveau comportemental. C'est un peu logique, puisque les patients n'ont pas été tirés au hasard. Les patients obèses qui se sont présentés chez Diète Plus avaient en général un comportement nutritionnel encore moins bon que ceux qui se sont présentés chez leur médecin. 43 sur 100 et 59 sur 100, c'est significatif. Et l'autre caractéristique, c'est que les obèses qui se sont présentés pour la méthode Diète Plus avaient un peu plus de disposition à modifier leur comportement que ceux qui prenaient la filière médicale. Il faut savoir que cette filière médicale, évidemment, entrevoyait la possibilité d'une prise en charge chirurgicale, qui est évidemment un traitement agressif, mais qui est évidemment parfois considéré comme la solution miracle pour les patients obèses. Donc, c'est assez attendu, ce genre de différence. Maintenant, qu'en est-il sur l'évolution après 12 semaines? Eh bien, la première chose intéressante, c'est que les coachs, donc Diète Plus, ont diagnostiqué eux-mêmes, en fait, sous bien entendu notre contrôle, de l'hypertension chez 33 sujets sur les 77. Alors, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que les gens ne savent pas qu'ils sont hypertendus, ou ils le savent, mais le traitement n'est pas efficace ou insuffisant. Et donc, bien entendu, cette information doit remonter vers le médecin traitant, qui est à la base, bien évidemment, de la prise en charge médicale. Ce qui est intéressant, c'est que sans aucun médicament et sans aucune interférence, entre guillemets, médicale proprement dite, 14 de ces sujets obèses, ont normalisé leur tension artérielle et d'ailleurs leur rythme cardiaque. Donc, ça, c'est un élément qui est tout à fait intéressant, c'est que la perte de poids s'est accompagnée d'une réduction du risque cardiovasculaire. Vous savez toutes et tous que l'hypertension, elle produit des infarctus, des accidents vasculaires cérébraux et d'autres pathologies, bien entendu, notamment au niveau rénal. Maintenant, sur quels paramètres la méthode agit-elle? Parce que les coachs font tout un travail, évidemment, extrêmement intensif pendant des mois. Il y a des choses qui bougent moins bien, mais en tout cas, ce qui bouge, c'est les volumes des repas, la fréquence de ces repas, la consommation de collations, la diminution des softs et surtout des boissons pétillantes. Le CO2 dissous dans les boissons pétillantes est extrêmement toxique pour l'obésité puisqu'il accroît le taux de gréline qui est l'hormone de la faim. Et enfin, on va terminer par là, les patients suivis par Diète Plus ont moins d'addiction aux écrans. Donc ça veut dire que lorsqu'ils mangent, et vous savez qu'un des éléments essentiels, c'est de manger en pleine conscience. Quand on mange, on partage avec des amis, la famille, mais on ne prend pas ses mails, on ne regarde pas les écrans, on ne répond pas à ses WhatsApp. Et cette addiction aux écrans, elle a considérablement diminué après 3 mois. Ça, c'est une excellente nouvelle, bien entendu. Je peux me permettre, c'est vraiment un élément important, parce que c'est vraiment ces changements de comportement, c'est vraiment, et je tiens à féliciter les coachs, c'est vraiment le travail du coaching, d'accompagnement, justement d'apprendre à changer son mode de vie, d'apprendre à changer son mode de regard avec les écrans, avec l'alimentation, et ça joue évidemment sur le résultat de l'étude. On en est donc déjà au premier chapitre de nos conclusions. Vous voyez qu'on a fait une grosse synthèse, mais les choses les plus essentielles vous sont quand même détaillées. Donc, ces personnes obèses, elles ont tendance à abandonner, on le sait, donc c'est un travail de longue haleine.
auxquels cette société est clairement, en tout cas, impliquée. La qualité de vie des obèses est très altérée et elle s'améliore après 12 semaines. La perte est de 33% de l'excès de poids. C'est surtout l'obésité abdominale qui diminue et c'est la plus dangereuse. Au niveau du changement comportemental, c'est surtout le Nutri-Score et la motivation au changement qui s'améliorent. Et enfin, après 12 semaines, le risque cardiovasculaire s'est amélioré. Maintenant, on va passer aux choses plus sérieuses. Qu'en est-il au niveau métabolique? Alors, pour ceux et celles d'entre vous qui n'ont pas une formation biologique médicale très approfondie, je vais essayer d'être quand même relativement simple, tout en étant tout de même très exact, parce qu'il y a un petit effort à faire pour comprendre ce qui se passe dans notre métabolisme. Alors, vous savez tous que les graisses, donc les lipides, sont altérés lorsqu'on est obèse, hein, ça, tout le monde le sait. Vous savez aussi qu'il y a plusieurs fractions de lipides, hein. Il n'y a pas un seul lipide, il y a du cholestérol léger, du cholestérol lourd, il y a ce qu'on appelle toute une série de fractions de cholestérol. Et ce sont ces fractions de cholestérol qui vont s'améliorer en 12 semaines. Si vous comparez dans les deux colonnes les chiffres de gauche et de droite, 202, 190, 135, 118, vous voyez que tout diminue. À droite, lorsque vous avez un P inférieur à 0,05, 0,01, ça veut dire que c'est très significatif. Vous allez dire, ah mais on s'est rendu compte, apparemment, le HDL, lui, n'a pas diminué, en tout cas pas significativement. Alors oui, c'est vrai, le HDL, c'est ce qu'on appelle, entre guillemets, le bon cholestérol. C'est un cholestérol qui empêche, en tout cas, qui protège les vaisseaux des petites fractions très dangereuses qui, elles, se fixent sur la paroi des vaisseaux. Alors pourquoi le HDL ne s'est pas significativement amélioré dans ce essai? Peut-être que Philippe Lorgor veut faire un petit commentaire là-dessus. C'est un des éléments, le but de l'étude, c'était évidemment d'avérer, mais de voir qu'est-ce qu'on peut améliorer. Et donc, qu'est-ce que ça nous donne comme conclusion? C'est qu'on pourrait dans l'avenir avoir par exemple des suppléments en oméga 3 pour résoudre ou améliorer ce point-là. Parce que de nouveau, il n'y a pas de baisse, mais il n'y a pas une montée suffisante. Et donc, on pourrait justement améliorer le concept. Et c'est le but de l'étude, justement, aider l'avenir de Diète Plus. Voilà. Donc, ce qu'il est clair, c'est qu'en termes de performance et de fiabilité, un groupe, une société, un hôpital qui accepte de réviser, d'améliorer ces procédures, c'est en général un bon signe. Et c'est ça que doit, en tout cas, féliciter les structures scientifiques qui contrôlent la qualité des procédures. Alors, je vais mettre la barre encore un peu plus haut pour tous nos amis qui sont un peu intéressés par la médecine et par la biologie. Mais rassurez-vous, hein, je ne vais pas vous donner un cours de biologie moléculaire. Mais il y a deux choses que nous allons vous imposer ce soir au cours de ce webinaire. C'est d'apprendre, ou en tout cas de vous voir confirmer, que l'obésité est un énorme problème métabolique. Donc nous ne sommes pas dans la priorité cosmétique, hein. Le but n'est pas que tout le monde devienne beau, que toutes les patientes deviennent jolies. C'est très, très chouette si elles sont heureuses. Mais le but, c'est qu'elles soient en bonne santé. Eh bien, cette santé, elle dépend de deux choses très importantes. La première, c'est que lorsque un obèse devient diabétique, vous allez dire, ben, le sucre augmente, hein, c'est ça le diabète. Mais la particularité, c'est que l'obèse ne manque pas d'insuline. En réalité, le pancréas est obligé de fabriquer plus d'insuline. C'est ce qu'on appelle un hyperinsulinisme. Et pourquoi il fabrique plus d'insuline? Parce que les cellules qui doivent recevoir cette insuline pour faire rentrer le sucre dans les cellules, c'est ça qui donne l'énergie, hein, pour le cœur, le cerveau, on a besoin, les muscles, on a évidemment besoin de glucose. Pour faire rentrer le sucre, il faut de l'insuline. Or, les récepteurs devenant résistants, le pancréas augmente la production d'insuline. Et donc, cet hyperinsulinisme, il a, bien entendu, un effet pathologique, mais surtout, il a un effet sur le comportement. Philippe va probablement faire un commentaire là-dessus. Oui, tout à fait, c'est un des éléments qu'on avait pris en compte déjà il y a très longtemps, c'est que le problème de pic d'insuline, ça donne la faim, ça donne le grignotage. Donc ça amène un cercle vicieux, justement, qui est problématique chez les gens en surpoids. Voilà. Donc, réduire cet hyperinsulinisme, c'est un excellent facteur pronostic pour la suite. Alors, le deuxième élément, c'est que tous ces organes, le foie,
les muscles, l'ensemble de tous les organes qui sont connectés, ils subissent un syndrome qui s'appelle un syndrome inflammatoire. C'est-à-dire que autour des cellules graisseuses, qu'on appelle les adipocytes, vont se mettre des cellules inflammatoires, donc des lymphocytes. Et l'état inflammatoire chronique va aggraver notamment les maladies vasculaires, parce que c'est cette inflammation qui va faciliter la survenue, bien entendu, de toute une série d'anomalies biochimiques, mais notamment la fixation des graisses sur les vaisseaux. Donc, pour résumer, il y a un hyperinsulinisme, il y a un syndrome inflammatoire. On a donc mesuré l'effet de la cure de Diète Plus sur l'insuline et sur le sucre. Eh bien, vous voyez sur le graphique du centre que le taux d'insuline, toujours en jaune avant, toujours en vert après, chute de manière importante. Et nos biologistes ont fait une série de tests, je ne vais pas rentrer dans les détails, qu'on appelle notamment les tests PINI et OMA. Ce sont des tests qui permettent de mesurer objectivement le rapport insuline-sucre et donc la résistance à l'insuline. Et donc la résistance à l'insuline, graphique de droite, le test OMA a diminué. Excellente nouvelle. Et en ce qui concerne le syndrome inflammatoire, mesuré par d'autres tests, dont la mesure des protéines de l'inflammation, eh bien, la CRP-US et le rosomucoïde ont chuté, le bleu est meilleur que le vert. Conséquence, le syndrome inflammatoire des clients Diète Plus a chuté. Conclusion métabolique, deuxième partie des conclusions. Eh bien, le métabolisme des glucides et la résistance à l'insuline s'améliorent. Toutes les fractions de cholestérol s'améliorent, on attend d'améliorer le HDL. Le syndrome inflammatoire s'améliore également. Et enfin, je n'ai pas fait de dia là-dessus pour ne pas trop surcharger la présentation. Vous savez que les obèses ont ce qu'on appelle un foie gras. Tout le monde connaît le foie gras de canard. Voilà, foie gras. Le foie gras en français médical, on appelle ça la stéatose hépatique. En langage international, on parle de NASH. Eh bien, la NASH, traduite par notamment le taux des enzymes hépatiques, régresse. Donc, c'est une excellente nouvelle. L'affection est évidemment réversible, que les gens soient traités par diverses méthodes, mais en tout cas, après 12 semaines ici, la stéatose hépatique s'est réduite. Et enfin, et là on est un peu en train de parler d'avenir, parce que en dehors de la génétique, il y a toute une série de travaux de recherche en cours sur la pathogénie, donc les causes notamment intrinsèques de l'obésité. On sait une série de choses. Lorsque on est obèse, le taux de vitamine a tendance à chuter, le taux réel et le taux mesuré. Et lorsqu'on est carencé en vitamine D, on a une propension à avoir plus d'obésité. Donc les deux sont liés, on est dans un peu un cercle vicieux, diminution du taux de vitamine, augmentation de l'obésité qui elle-même diminue le taux de vitamine. Est-ce qu'on a donné des suppléments? On n'a pas donné de supplément en vitamine D, mais c'est un des sujets qu'on pourrait justement, grâce à l'étude, prendre en compte dans le futur de Diète Plus. Voilà. Et malgré cette absence de supplémentation systématique, la vitamine D s'est améliorée après 12 semaines, ce qui démontre aussi une amélioration du métabolisme causal du surpoids. Voilà, chers amis, je pense que... Évidemment, l'étude est beaucoup plus complète, donc on aura bientôt des exemples en français. Ça fait plus de 15 pages qui a été publié dans la revue Nutrients, fin de l'année passée. Donc évidemment, c'était un survol, mais on voulait déjà vous donner les grandes données, les grandes avancées, et surtout de bien inscrire, d'être plus dans cette nouvelle lignée, plus médicale, plus santé, justement, parce que c'est les prémices, hein, donc ça fait 2 ans qu'on collabore maintenant avec le comité scientifique, mais c'est ce qui va apporter des améliorations, des modifications, que ce soit au niveau du protocole, que ce soit au niveau des plans alimentaires, que ce soit évidemment au niveau des compléments. Je vais passer la parole, je crois, à Isil, la modératrice. La modératrice, pour poser les questions que vous nous avez posées et y répondre du mieux qu'on peut. Parfait. Bonsoir à tout le monde. Nous avons effectivement une première question. Donc, pouvez-vous expliquer la méthodologie statistique utilisée pour analyser les données et assurer la fiabilité des résultats? Je te laisse la parole. Alors, la question devrait être posée au professeur Antoine Soutoué
Je ne sais pas s'il est en ligne et si on peut lui donner la parole. Si on peut lui donner la parole, ce serait formidable, mais je ne sais pas s'il est là. Mais en tout cas, je vais répondre en synthèse. Il y a des tests statistiques qui valident les informations médicales en général. C'est toujours les mêmes tests, ce sont des tests de corrélation, des comparaisons de moyenne, etc. Je vais vous dire ceci, c'est qu'il faut s'entourer d'un statisticien dans l'équipe, et c'est lui qui est à la maîtrise du choix des tests, mais surtout, la garantie des résultats, ce ne sont pas les auteurs, ni Diète Plus. La garantie des résultats, elle est en fait validée par le comité de lecture des revues scientifiques, et plus vous prenez une revue avec un comité sélectif et exigeant, au meilleur les résultats sont validés. En l'occurrence, ici, le manuscrit a bien entendu été révisé, mais aucune critique du comité de lecture international de Nutriens a porté sur les statistiques. Je crois que c'est ça la bonne réponse à la question, pour en tout cas rassurer les scientifiques de l'audience. Si je peux me permettre, bonjour à toutes et tous, c'est Antoine Soutoué. Ah ben Je voilà. sais pas si vous Bonjour. m'entendez Bonjour, bien. Antoine. Bonjour Antoine, merci à toi. Bonjour. Si vous voulez apporter quelques précisions en plus, concrètement, au niveau des tests statistiques qui ont été faits, étant donné que ce sont deux échantillons dépendants, vu qu'on a des personnes qui ont été mesurées en pré-test et en post-test, les deux tests statistiques ont été utilisés, c'est le test de Wilcoxon pour données pairées et le test de Student pour données pairées. Comment j'ai choisi lequel des deux? Simplement en fonction de la distribution. Si la distribution est normale, on a un test de Student pour données pairées. Si c'est non normal, c'est un test de Wilcoxon. Mais comme le professeur Jean-Jacques Couben l'a très bien dit, effectivement, même si on a fait les tests, j'ai fait les tests avec les données Diète Plus, tous les tests statistiques ont été vérifiés et relus par le comité de lecture qui est anonyme. Et eux sont là pour vérifier, pour s'assurer de la qualité des tests, évidemment. Merci. Voilà, un grand merci. Parfait. J'ai justement, en parlant de l'étude clinique, une personne demande aussi comment est-ce qu'on peut obtenir cette étude clinique. Il faut aller sur notre site, donc dietplus.fr, comité scientifique, et on peut donc télécharger l'étude. Alors, elle est en anglais, mais il y a une version en français qui sera bientôt éditée. Parfait. Et alors, encore une. Les résultats que les participants ont obtenus sont-ils durables sur le long terme? Que sont-ils devenus après 12 semaines? Alors, on les suit, on continue à les suivre. Alors, évidemment, on a plus d'expérience dans Diète Plus, parce que ça fait 13 ans qu'on applique la méthode Diète Plus. Et ça, il suffit d'aller voir sur l'ensemble des forums, sur l'ensemble des Facebook, on a un très grand taux de satisfaction. Mais c'est sûr que le poids est un problème permanent. Moi, je suis un ex-obèse, je me bats encore contre mon poids, donc c'est un combat difficile et long. La solution miracle n'existe pas, et c'est un peu, justement, c'est ça qu'on voulait voir dans toutes les analyses. Il n'y a pas que la perte de poids, il y a aussi la capacité à changer. Donc la clé, c'est le changement. On a une question qui vient de se rajouter. Quelles ont été les remarques du comité de lecture s'il y en a eu? Alors, le comité de lecture a d'abord fait des remarques un petit peu de style, c'est-à-dire que, en fait, il y a deux études en une étude. Il y a l'étude sur le comportement, qui pour nous semblait, en fait, on l'a rajouté au dernier moment. À un moment donné, j'ai dit, écoutez, bon, on va peut-être démontrer que la méthode fonctionne, mais on ne va pas pouvoir comprendre pourquoi elle fonctionne. Et donc, on s'était dit que le changement de comportement était probablement aussi essentiel que la chute du cholestérol. Et donc, la quantité de données est très, très importante. On a hésité à publier deux articles, l'un sur l'effet comportemental et l'autre sur l'effet métabolique. Et puis, on s'est dit que les cliniciens allaient probablement être frustrés de n'avoir que le versant métabolique ou que le versant comportemental. Et donc, on a finalement décidé de mettre les deux études en une, ce qui en faisait un énorme travail, pratiquement une thèse. Et donc, la revue nous a dit, écoutez, vous êtes gentil, mais on ne peut pas publier 35 pages, vous allez prendre un quart du volume de novembre. Donc, on a dû expurger et se limiter à l'essentiel. Et comme on était passionné par le sujet, on a eu très difficile à enlever toute une série de data. Et donc, les reviewers nous ont poussé pour réduire le volume, tellement il y avait de l'information. Donc ça, c'est le premier élément. La deuxième critique qui est peut-être plus intéressante,
a été tardive, c'est-à-dire que le reviewer terminal de la revue, qui est en principe anonyme, nous a dit, écoutez, moi je suis impressionné, mais je regrette que ce ne soit pas une étude de deux populations comparées qu'on appelle randomisées, qu'on tire au sort. Alors là, c'est un énorme problème intellectuel et statistique. Le professeur Soutoué peut certainement le confirmer. Et nous avons le même problème en chirurgie. Comment voulez-vous faire une étude randomisée, donc tirée au hasard, entre deux malades? L'un, vous allez prendre une enveloppe, c'est comme ça que ça se passe. Tu es opéré, tu n'es pas opéré. Bon, donc on est devant deux obèses, dont l'un n'aura aucun traitement. Bon, or, ils viennent pour ça. Et l'autre, il sera opéré. Et puis, vous devez les suivre. Et il faut que les gens acceptent ce tirage au sort, mais il faut surtout qu'ils acceptent de ne rien faire pendant des mois. Ça, c'est très, très compliqué. En l'occurrence, ici, la remarque du reviewer qui pourrait être intégrée, on en a parlé, bien entendu, en conseil, on va dire, d'administration, il y a un point d'interrogation concernant la balance entre l'effet des compléments alimentaires qui sont facilitateurs et qui ont d'ailleurs un effet biologique connu, mais clinique difficile à mesurer, et le coaching. On utilise les deux. C'est ce qu'on appelle un all-in-one, si vous voulez, c'est un totem. Bon. Le reviewer nous dit ce que vous devriez faire, et ça, ce serait évidemment une étude, ils sont prêts à la publier très rapidement, une étude où on donnerait des placebos à la place des compléments alimentaires. En revanche, donner un placebo par rapport au coaching, Philippe, c'est tout à fait impossible. C'est impossible. Donc, les gens viennent… Les mauvais coaching. Voilà. Donc, c'est impossible. Imaginez qu'un coach soit là en train de poser des questions sans conseiller, c'est éthiquement, il n'y a aucun comité d'éthique qui accepterait. Donc, on est dans une situation un peu difficile, mais c'est vrai que projeter un jour une étude où on prend 20 clients qu'on tire au sort avec ou sans les compléments, ça pourrait être envisageable intellectuellement. On envisage plein de pistes dans les prochaines études. Donc déjà, on doit faire notre autocritique pour améliorer le concept d'IED+. Donc on a pas mal d'idées qui sortent grâce à l'étude, mais c'est sûr qu'on se projette dans les années à venir à faire d'autres études sur d'autres sujets. J'espère que ça répond en tout cas à la question concernant le reviewer de la revue. Ok. J'ai quelques questions qui se sont rajoutées entre-temps. Vas-y. Donc, ne pensez-vous pas que le programme alimentaire proposé par Diète Plus représente un changement alimentaire trop brutal pour les personnes en fort surpoids avec beaucoup d'appétit, ce qui peut provoquer des abandons car c'est trop dur au début? Alors, ça, c'est tout le rôle du coach normalement. Donc, alors, niveau, chaque coach est différent, mais normalement, le rôle du coach, c'est d'adapter. Et donc, c'est un des points importants qui sera justement amélioré dans les mois et les années à venir, c'est l'adaptation du protocole alimentaire en fonction des besoins de la personne. Donc, mais normalement, c'est le rôle du coach. Le rôle du coach, justement, c'est qu'on part sur un programme alimentaire standard, mais chaque personne est différente. C'est sûr, quelqu'un qui pèse 130 kg et qui a une masse beaucoup plus importante que quelqu'un qui a 70 kg, le protocole doit être adapté et mesuré. Mais il n'y a rien à faire au début. On a beau dire ce n'est pas un programme restrictif, la perte de poids, c'est compliqué et c'est difficile. Mais c'est sûr que c'est un des aspects qui est ressorti. Comment est-ce qu'on peut travailler sur les abandons et comment adapter le protocole alimentaire? Maintenant, en principe, bon, moi, je ne peux pas répondre techniquement à la question, mais je peux, au niveau conceptuel, en principe, le rôle du coach ou du diététicien dans une équipe, par exemple, chirurgicale, c'est justement d'accompagner, en principe, on parle évidemment de ce qu'on appelle des volume eaters. Là, je suppose que notre collègue fait probablement allusion aux gens qui mangent de très gros volumes. Effectivement, il faut y aller progressivement. Le sevrage brutal de gros volumes, effectivement, est assez difficile à… C'est plus facile de sevrer de sucre que dans un premier temps, que de sevrer effectivement de… Voilà, on va prendre un gars costaud qui travaille 12 heures par jour et qui, à la fin de sa journée, il est sur la route et il a envie de se manger son poulet. C'est effectivement compliqué de lui dire de manger qu'une aile. Donc, mais c'est en tout cas une des pistes encore d'amélioration, je pense, du concept. Okay.
Prochaine question. Vous parlez des résultats en 24 semaines, mais le traitement peut peut-être être plus long. En général, c'est sur combien de temps en moyenne? Alors, ça va dépendre de la perte de poids. Donc, en moyenne, la perte de poids est de 700 grammes à 1 kg. Et donc, évidemment, au plus le programme est long, ben, au plus la perte de poids va diminuer à la fin. Donc, les programmes sont relativement longs. C'est pour ça qu'on devait quand même mettre une donnée de base sur 12 semaines, puis 24 semaines. Mais les programmes peuvent être beaucoup plus longs. Ça dépend de chaque perte de poids. Ça dépend de la motivation de la personne. Ça dépend aussi de l'activité physique. Ça dépend de beaucoup de paramètres. Justement, l'idée de base du programme, c'est de s'adapter à la personne. Mais je pense que vous avez, de toute manière, si les patients ont perdu, imaginons, 66% de leur excès de poids, c'est-à-dire qu'ils sont rentrés dans un range normal, vous avez un autre programme Tout à fait. qui est le programme D'entretien, donc stabilisation, d'entretien, mais c'est sûr que le programme en globalité va dépendre d'une personne à l'autre et de ses besoins. Et puis, on a parfois des gens qui ont 20-30 kilos à perdre, et puis à 10 kilos, ils vont s'arrêter, passer en stabilisation d'entretien. C'est tout le rôle du coach, c'est toujours d'adapter le programme aux besoins et à la capacité de la personne. J'ai deux questions qui se regroupent. Donc, il y a une première question pour le professeur. Pouvez-vous me certifier que les compléments alimentaires ne sont que positifs pour la santé? Et alors, il y a une autre question qui suit. Donc, peut-on avoir la composition des compléments alimentaires Diète Plus? Alors, pour la deuxième question, je pense qu'il y a un protocole en ligne. Philippe Lorgo va répondre pour les différents contenus, parce qu'il y a toute une série d'associations. Oui. Concernant l'effet négatif ou la toxicité, entre guillemets, alors je vais répondre en deux étapes. Toute molécule qui a un effet, par définition, on recherche à avoir les effets favorables, mais absence totale d'effets défavorables, ça n'existe pas. Il n'y a pas un médicament biologiquement et pharmacologiquement efficace en clinique humaine qui n'a pas d'effet secondaire, ne fût-ce que lorsqu'on change les doses. Donc, par définition, vous donnez de l'aspirine, l'aspirine, ça diminue la douleur, ça a un effet anti-inflammatoire, vous en prenez trop, vous saignez. Donc, il n'y a pas de médicament qui ne donne pas d'effet secondaire. Concernant les compléments alimentaires, on est bien d'accord pour dire que ce ne sont pas véritablement des médicaments. Le problème, c'est qu'il y a des principes actifs. Donc, vous prenez du café, le café a un effet métabolique positif à petite dose, vous augmentez les doses, vous ne dormez pas. Donc, l'insomnie, les troubles du sommeil peuvent être un effet secondaire des dérivés de la caféine, de la théophylline. Je prends ça comme exemple. Donc, oui, les compléments alimentaires dans les doses qui sont prescrites par les allégations internationales, et Diète Plus les respecte, en principe sont dépourvus de toxicité chez une personne, entre guillemets, normale, non allergique, etc. Si les compléments alimentaires sont pris de manière continue, indéfinie et sans contrôle, oui, il peut y avoir bien évidemment des effets secondaires ou des contre-indications, bien évidemment. Je marquais sur tout l'ensemble des compléments, il y a des contre-indications. Donc, par exemple, pour les femmes enceintes, pour les femmes qui allaitent, donc quelque part, les compléments alimentaires, il y a des contre-indications qui sont indiquées sur les boîtes. Et évidemment, on a des livrets avec tous les contenants et tous les produits actifs qu'il y a au sein des compléments. Donc, il n'y a pas de problème. Diète Plus joue toute la transparence là-dessus et respecte toutes les législations. C'est en tout cas la différence entre celui ou celle qui se procure en ligne des compléments alimentaires divers, qui peut les rajouter, en prendre autant qu'il veut, etc., qui n'en parle pas à son médecin et qui n'est pas coaché par des gens dont c'est le métier. Ici, je pense que les coachs ont une bonne connaissance de ce qu'ils préconisent et je pense que dans la fiche de bilan, il est prévu que l'information percole vers le médecin traitant et si le médecin traitant doit intervenir, il est prévu qu'il intervienne. Donc, je pense que voilà, on n'est pas dans un procédé qui exclut le contrôle médical, en tout cas, de la situation métabolique. Ok. Prochaine question. Quel recul en temps sur la stabilité pondérale et combien de perdus de vue au total? Que deviennent les moins bons répondeurs? Avez-vous évalué la baisse potentielle de la dépense énergétique de repos qui favorise la reprise de poids? Alors moi, je vais répondre uniquement pour la partie de l'étude clinique. Donc, on vous l'a dit de manière très claire, donc on a 50% des personnes qui ont suivi tout le protocole, et sur les 50% qui ont suivi tout le protocole, la grande majorité est toujours suivie à 24 semaines.
Donc, ça, c'est pour l'étude clinique. Alors, on n'a pas fait de mesures métaboliques de dépenses énergétiques, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait de mesures calorimétriques pour mesurer le métabolisme de base au départ et à la fin et comment il a évolué. Alors ça, c'est une bonne question qui émane probablement de quelqu'un qui a une très très bonne connaissance en tout cas de scientifiques métaboliques. Donc effectivement, pour encore mieux interpréter les résultats, on pourrait demander des calorimétries. Il faut savoir que les calorimétries efficaces sont relativement pénibles et invasives. Euh, voilà, ça a un coût aussi. Et donc, en routine, je ne pense pas que ça apporte quelque chose. Mais c'est vrai que ça pourrait faire l'objet d'un protocole spécifique de mesurer effectivement la dépense énergétique, Un des certainement. éléments importants malgré tout, c'est qu'on n'a pas de chute de la masse musculaire. Or, le métabolisme de masse est notamment lié à la masse musculaire. Donc, on n'a pas la réponse exacte à la question, je l'entends bien. Malgré tout, ça nous donne une indication que la masse musculaire n'a pas été impactée par la perte de poids et donc c'est la masse grasse. Donc, quelque part, ça devrait avoir peu d'impact sur le métabolisme. Exact. Parfait. Alors, comment comptez-vous communiquer auprès du corps médical sur les résultats très probants de cette étude? Alors, on a tout un travail justement avec nos équipes là-dessus. On compte sur les coachs qui sont ici présents pour communiquer auprès des médecins. Ce sont les prémices évidemment de l'étude. Donc, comme on dit, on a été présent, ou ça je ne l'avais pas signalé, mais À Marseille. à Marseille au Journée de la Nutrition. On va être présent dans plusieurs congrès en France. Donc, vraiment, c'est le démarrage de nos actions de Diète Plus vers le corps médical, justement, mais si un médecin est intéressé, il peut prendre contact avec nous et on donnera toute la nécessité qu'il a besoin, tous les documents, toutes les informations qu'il peut avoir. Voilà. Alors, l'idée, si vous voulez, l'idée qui doit être retenue, c'est que ce soit en France, en Belgique, en Navarre ou en Espagne, les médecins traitants, donc les médecins généralistes, d'abord, il y a certaines parties de nos pays qui sont terriblement déshérités au niveau médical. Hein. Vous savez qu'on parle de déserts médicaux. Les médecins qui sont en activité sont en général assez débordés sur le terrain. Et donc, la recherche d'informations est limitée dans leur temps et leurs possibilités. Donc, nous pensons qu'il faut aller vers les médecins avec cette information. Les meilleurs vecteurs, c'est évidemment les patients qui sont contents. Ça me paraît clair. C'est-à-dire qu'on a tout intérêt, non pas à ce que les patients Diète Plus échappent aux médecins. Au contraire, moi, ce que je voudrais, c'est qu'ils en parlent à leur médecin et que le médecin participe justement à la gestion médicale, purement médicalisée du projet. Et le deuxième vecteur qui, moi, me semble essentiel, c'est que les 330 coachs, 230. pardon, les 230 coachs qui font tourner ce processus de perte de poids aillent vers les médecins avec des vecteurs, des supports qu'on va leur donner, qu'on leur prépare, bien entendu l'étude scientifique, mais on peut également leur donner des versions simplifiées qui permettent aux médecins en une demi-heure de se faire une opinion la plus sincère, en tout cas la plus exacte possible. Le travail doit se faire, à mon avis, à tous les niveaux, mais nous, en tout cas, au niveau des formations permanentes, donc vous savez qu'il y a toute une série de structures médicales dans nos pays qui permettent aux médecins de se tenir régulièrement au courant des actualités thérapeutiques, il est prévu d'aller dans ces cénacles. Et jusqu'à présent, on a été bien accueillis par plusieurs cénacles de médecins généralistes qui, en général, demandent d'ailleurs de se regrouper pour économiser le temps et l'énergie. J'ai une dernière question. Que doit-on supprimer prioritairement pour perdre du poids, les lipides ou les glucides? Ça dépend des personnes. Je vais essayer de parler Non, non, ben, effectivement, comme dit Philippe Langot, oui, ça dépend des cas. On va dire statistiquement, 9 obèses sur 10 a un problème avec les sucres lents. Ça, c'est ce qui domine. C'est-à-dire que moi, quand je vois mes patients, la première chose que je prends un cercle que je divise en 4. C'est très connu, c'est l'assiette idéale. Le cercle est divisé en 4. Il y a un quart de fruits, un quart de légumes, un quart de protéines et un quart de sucre lent. Bon, un quart de sucre lent. Or,
La plupart, en tout cas de mes patients, ils prennent des céréales le matin, ils mangent un sandwich à midi et ils finissent avec des pâtes le soir. Ben, ça va pas. Ça va pas. Je dis ça, on peut faire tout ce qu'on peut imaginer, ça marchera jamais. Donc, il faut diminuer d'abord les calories inutiles que sont ces sucres lents. Et il faut les remplacer par des légumes, par des fruits, éventuellement même par certains produits laitiers, mais en tout cas, supprimer tout ce qui commence par un P, je dis toujours, le pain, les pâtes, et pour parler bruxellois, les patates. Je nuancerai. On ne supprime pas, on diminue. On diminue, oui, voilà, tu as tout à fait raison. On essaye de diminuer. Non, voilà. Il ne faut sûrement pas les supprimer, bien entendu. Mais en tout cas, il faut réduire pain, pâtes, pommes de terre et riz. Et alcool, entendu. Pour certains. Voilà, et chocolat. Voilà. Mais c'est pour ça qu'il faut venir dans un centre Diète Plus, faire un bilan et de faire un programme adapté. Donc, pour la personne qui en sait, le mieux, c'est de faire appel à un coach Diète Plus qui sera adapté à un programme idéal à vos besoins. J'ai fini toutes les questions. Donc, pour moi, c'est... Merci à tous. J'étais très heureux de partager ça. On aura de plus en plus d'informations. C'était évidemment un bref déroulé de l'étude, mais c'était une première rencontre. Je vous remercie à tous d'avoir été présents et n'hésitez pas à aller vers des centres ou venir vers nous si vous êtes intéressés par la méthode ou par notre activité. Voilà. Et on remercie aussi Antoine Sauteré de s'être joint à l'équipe. Et voilà, oui, merci. Et merci à toutes les équipes qui étaient présentes. Je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir. À bientôt.